Le téléphone sonna comme un glas dans le silence de l'appartement parisien. À 2 heures du matin. Déchirant le voile fragile du sommeil d'Amaury. Il se redressa en sursaut. Le cœur battant la chamade. Et décrocha sans un mot. Sentant déjà l'angoisse poindre dans l'air lourd de la nuit. Amaury. C'est moi. Je t'en supplie. Viens. Il faut que tu prennes Léo. Je ne peux plus. La voix de son frère, brisée par les sanglots, n'était plus qu'un murmure rauque. Un appel au secours qui portait l'odeur âcre de la faim imminente. Amaury bondit hors du lit. Les jambes tremblantes, enfilant à la hâte un manteau sur son pyjama froissé. L'appartement, niché sous les toits de Montmartre, semblait soudain trop étroit. Trop étouffant pour contenir la tempête qui se levait. Il attrapa ses clés, son portefeuille, et dévala les escaliers sombres, ignorant la pluie qui fouettait les rues désertes. Son frère, Étienne, l'avait appelé depuis l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et ces mots prend Léo résonnaient comme une sentence. Un legs empoisonné qu'il n'avait jamais demandé. Dehors, l'air froid de novembre le gifla. Et il est là un taxi fantôme dans la nuit parisienne. Priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Un de ces mauvais rêves qui hantent les nuits solitaires d'un homme qui a fui son passé familial comme on fuit une malédiction. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut une éternité de néons flous et de klaxons étouffés. Amaury, les poings serrés sur ses genoux, revoyait Étienne tel qu'il l'avait laissé 5 ans plus tôt, un frère aîné charismatique. Marié à une femme nommée Claire. Père d'un petit garçon nommé Léo. Vivant dans une banlieue cossue de Neuilly-sur-Seine. Leur enfance à Lyon avait été un tourbillon de rires et de secrets d'Étienne. Le Golden Boy. Protégeant toujours le petit Amaury. Le sensible. Celui qui dessinait des garçons enlacés dans ses carnets au lieu de jouer au foot avec les autres. Mais la vie les avait séparés, Étienne s'était rangé. Construit une famille hétéronormale. Tandis qu'Amaury, assumant son homosexualité avec une fierté farouche, s'était exilé à Paris pour peindre. Pour aimer librement. Pour ne plus être le fils bizarre que leur père avait renié. Et maintenant, ce coup de fil, cette confidence larmoyante, Étienne, rongé par un cancer fulgurant, confiait à Amaury non seulement son fils de 4 ans, mais aussi les ruines d'une vie qu'il avait bâtie sur le mensonge. À l'hôpital. L'odeur d'antiseptique et de désespoir l'assaillit comme une vague. Une infirmière, silhouette pâle dans la lumière crue des couloirs, le guida jusqu'à la chambre 312. Étienne était là. Amaigri. Les yeux creux. Relié à des machines qui bipaient comme des reproches. À ses côtés, un petit garçon aux boucles blondes dormait sur un lit pliant, serrant un ours en peluche contre sa poitrine. Amaury, murmura Étienne en le voyant. Sa main décharnée tendue. Ils s'étreignirent maladroitement. Des années de silence se brisant en un instant. Claire. Elle est partie il y a 6 mois. Accident de voiture. Et moi. Les médecins disent que je n'en ai plus pour longtemps. Léo. Il n'a personne d'autre. Promets-moi. Prends-le. Élève-le. Donne-lui ce que je n'ai pas pu. Amaury sentit sa gorge se nouer. Prendre Léo? Lui? L'artiste célibataire de 32 ans. Dont les nuits se partageaient entre toiles inachevées et amours éphémères dans les bars gays du Marais? Il n'avait jamais tenu un enfant plus de 5 minutes. N'avait jamais songé à la paternité au-delà de ses fantasmes fugaces inspirés par des films hollywoodiens. Mais face au regard suppliant d'Étienne. Face à ce neveu minuscule qui représentait tout ce qu'il restait de leur lignée brisée. Il hocha la tête. Je promets. Les mots sortirent comme un serment. Lourds de terreur et de tendresse naissante. Les jours suivants furent un brouillard de paperasse administrative et de nuits blanches. Étienne s'éteignit une semaine plus tard,
dans une chambre baignée de soleil automnal. Murmurant des « je t'aime » à Léo qui ne comprenait pas encore. Amaury, devenu tuteur légal, ramena l'enfant à Montmartre. Dans son 2 pièces exigu où les toiles s'empilaient contre les murs comme des fantômes colorés. Léo, muet de chagrin, errait pieds nus, touchant du bout des doigts les pinceaux et les tubes de peinture. Ses grands yeux verts si semblables à ceux d'Étienne posaient sur Amaury avec une intensité qui le désarmait. « Papa » demanda-t-il un soir, en tendant les bras depuis son lit improvisé sur le canapé. Amaury, le cœur en miettes, le serra contre lui, inhalant l'odeur de shampoing à la camomille. « Non, mon chéri. Je suis ton oncle Amaury. Mais je serai là. Toujours. » C'est dans cette vulnérabilité nouvelle qu'Amaury rencontra Maxence. Ou plutôt, le reconnut. Maxence Duval, 35 ans. Galeriste charismatique aux yeux noisettes et au sourire en coin qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. Ils s'étaient croisés des années plus tôt, lors d'une exposition dans le 4e arrondissement, où Amaury avait vendu sa première toile à un portrait abstrait d'un amant fugace et où Maxence, déjà critique en herbe, avait glissé une carte de visite avec un clin d'œil complice. Depuis, leur chemin s'était effleuré, un café volé ici, un message nocturne là. Une alchimie latente que ni l'un ni l'autre n'avait osé enflammer. Mais ce matin-là, alors qu'Amaury poussait la porte de la galerie Duval pour y déposer une nouvelle série de toiles ou des esquisses sombres inspirées par la perte d'Étienne, il portait Léo sur sa hanche, l'enfant agrippé à son cou comme un koala apeuré. Maxence, derrière son comptoir de verre poli, leva les yeux et rit doucement. Amaury Laurent, avec un mini-toit en prime. Le monde a basculé depuis la dernière fois. Son regard s'adoucit en voyant les cernes sous les yeux d'Amaury. La fatigue qui creusait ses traits. Ils parlèrent pendant des heures. Léo somnolent sur un tapis de velours, entouré de sculptures abstraites. Maxence écouta l'histoire d'Étienne. Des larmes contenues. Du destin confié comme un fardeau sacré. « Tu es courageux » dit-il simplement, posant une main sur l'épaule d'Amaury. Ce geste, anodin en apparence, alluma une étincelle, un rappel que sous la couche de deuil, Amaury était encore un homme. Avec des désirs. Des faiblesses. Un corps qui réagissait au timbre chaud de cette voix. Leur romance naquit ainsi, dans les interstices d'une vie chamboulée. Maxence devint une présence constante, il apportait des jouets pour Léo. Des livres d'images aux illustrations vives, il cuisinait des dîners simples dans l'appartement d'Amaury. Des ratatouilles provençales qui embaumaient l'air de basilic et de souvenirs d'enfance. Les nuits, quand Léo dormait, ils s'embrassaient sur le balcon étroit, face aux lumières scintillantes de Paris. Leurs corps se cherchant avec une urgence contenue. Comme si le temps leur manquait. « Je n'ai jamais fait ça » avoua Amaury un soir. La tête sur l'épaule de Maxence. Tandis que la scène bruissait en contrebas. Élever un enfant. Aimer quelqu'un en étant responsable. Maxence l'embrassa sur le front. C'est ce qui rend ça beau. Tu n'es pas seul. Amaury. Pas avec moi. Pourtant. Les ombres planaient. Amaury découvrit bientôt les lettres cachées d'Étienne. Glissées dans les affaires de Léo, des missives adressées à Claire. Mais aussi à un certain J. Un amant secret que son frère avait aimé en cachette pendant des années. Étienne, bisexuel refoulé, avait vécu une double vie. Protégeant sa façade hétérosexuelle par peur du scandale familial. Ces révélations frappèrent Amaury comme un coup de poignard son frère, qu'il avait idéalisé comme le pilier inébranlable, n'était qu'un homme brisé, fuyant ses propres désirs comme leur père l'avait fui. Lui, Amaury le gai assumé. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit, se demanda-t-il. Les pages jaunies tremblant dans ses mains. Léo,
sentant la tourmente. Se blottit contre lui. Murmurant en papa triste. Et Amaury pleura. Pour la première fois depuis l'enterrement. Réalisant que le destin confié n'était pas seulement un enfant, mais un miroir de ses propres luttes. Maxence fut là. Comme toujours. Pour recoller les morceaux. Ils parlèrent tard dans la nuit. Allongés sur le lit défait. Les corps nus entrelacés dans une intimité qui allait au-delà du physique. Ton frère t'a choisi parce qu'il savait que tu comprendrais, dit Maxence. Traçant du doigt les cicatrices invisibles sur la peau d'Amaury. La trahison. Ce n'est pas lui. C'est le silence qu'il a dû imposer à son cœur. Leurs étreintes devinrent plus profondes. Plus désespérées, Maxence. Avec sa patience infinie. Apprit à Amaury à lâcher prise. À aimer sans peur. Léo. Petit à petit. S'ouvrit, il appelait Maxence au tonton Max. Riait aux éclats quand il le chatouillait. Et dessinait des bonshommes aux mains enlacées sur les toiles vierges d'Amaury. Mais le destin, capricieux comme une muse parisienne, réservait ses coups les plus bas. Un après-midi pluvieux. Alors qu'Amaury et Maxence promenaient Léo au jardin des Tuileries. Un appel anonyme brisa l'idylle. Monsieur Laurent? Ici l'assistante sociale. Nous avons reçu une plainte. La grand-mère paternelle de Léo, la mère d'Étienne, conteste la tutelle. Elle affirme que vous n'êtes pas apte, un homosexuel célibataire. Sans stabilité. Élevant un enfant dans un environnement inapproprié au point. Les mots tombèrent comme une sentence. Ravivant les vieilles blessures, leur père. Mort sans un mot pour Amaury, la famille. Arc-bouté sur des traditions catholiques rigides. Voyant en lui une tache indélébile. La grand-mère. Une veuve acariâtre nommée Marguerite. Surgit comme un spectre du passé. Installée dans la maison familiale de Lyon. Elle exigeait Léo, arguant que un enfant a besoin d'une vraie famille. Les audiences au tribunal de famille furent un calvaire, avocats au discours froid. Juges impassibles. Et Marguerite. Les yeux rougis mais la voix d'acier. Dépeignant Amaury comme un danger moral. Il vit avec un homme. Pensez à l'âme de ce petit. Maxence. Témoin clé. Défendit leur foyer avec une ferveur qui émut la salle. Amaury donne à Léo ce qu'aucun sang ne peut offrir, l'amour inconditionnel. Notre maison est un havre. Pas un scandale. Pourtant. Les doutes s'insinuèrent. Amaury. Hanté par les lettres d'Étienne. Se demanda si son frère n'avait pas prévu cette trahison post-mortem, confier Léo pour le sauver. Mais au prix d'une bataille qui le briserait. Le soir, après une audience particulièrement cruelle où Marguerite avait exhibé des photos d'Étienne heureux avec Claire, Amaury s'effondra. Et si elle avait raison? Si je ne suis pas assez, murmura-t-il à Maxence. Léo endormit entre eux sur le canapé. Maxence le serra fort. Ses lèvres effleurant son oreille. Tu es tout. Pour lui. Pour moi. Cette nuit-là. Leur amour culmina en une passion fiévreuse. Un rempart contre l'orage, corps moite. Souffle mêlé. Promesse chuchotée dans l'obscurité. Mais au matin. Une nouvelle trahison frappa à Maxence. Recevant un appel de son ex. Un amant jaloux qui menaçait de révéler des détails intimes pour saper leur crédibilité au tribunal. Pire, Maxence avait omis d'avouer qu'il avait revu cet homme. Une nuit d'ivresse avant leur relation officielle. Un faux pas qu'il regrettait mais qui, maintenant, menaçait tout. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, hurla Amaury. Le cœur lacéré. Tandis que Léo pleurait dans sa chambre. Maxence. Les yeux baissés. Murmura, j'avais peur de te perdre. Peur que tu doutes de nous. Comme je doute parfois de moi. La chambre se remplit de silence assassin. D'accusations lancées comme des flèches. Amaury. Sentant la trahison couler dans ses veines comme du poison.
envisagea la fuite, abandonner Léo à Marguerite. Fuir Paris pour une vie sans attache. Mais Léo, surgissant pieds nus, agrippa sa jambe, reste. Oncle Amaury. Avec tonton Max. Ces mots, si purs, arrêtèrent le gouffre. Le chaos trao survint lors de l'audience finale. Sous un ciel de plomb survolant le palais de justice. Marguerite, drapée dans son deuil théâtral, invoqua les lettres d'Étienne qu'elle avait dénichées et brandies comme une arme. Voyez. Mon fils était un pécheur. Comme son frère. Léo mérite mieux que ce legs maudit. La salle retint son souffle quand Amaury, tremblant, prit la parole. Ces lettres, elles ne sont pas une malédiction. Elles sont la preuve que l'amour, quel qu'il soit, forge des âmes fortes. Étienne m'a confié Léo parce qu'il savait que je l'élèverais dans la vérité, pas dans le mensonge. Maxence, à ses côtés, ajouta d'une voix ferme, et notre trahison, c'est le terreau de la rédemption. J'ai failli, mais j'ai choisi Amaury. Chaque jour. Le juge, une femme aux yeux perçants, rendit son verdict après une pause interminable. La tutelle d'Amaury confirmait, avec supervision bienveillante. Marguerite s'effondra en sanglots. Non de rage, mais de deuil pur, réalisant, peut-être, que son fils avait choisi l'amour par-dessus la convention. Dehors, sous la pluie fine, Amaury serra Léo contre lui, Maxence les enveloppant de ses bras. On a gagné, murmura-t-il. Mais Amaury secoua la tête. Non. On a survécu. Et c'est assez. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Comme ces fresques Renaissance qu'Amaury admirait au Louvre. Couche par couche. Couleur sur couleur. L'appartement de Montmartre s'élargit miraculeusement. Maxence, impulsif et généreux, proposa de fusionner leur vie. Déménageant ses cartons de la galerie pour investir un studio adjacent qu'il loua au même propriétaire. Ensemble, ils repeignirent les murs en un bleu ciel apaisant. Installèrent un lit superposé pour Léo, le bas pour ses rêves d'enfant. Le haut pour ses escapades nocturnes avec l'ours en peluche. Léo, ce petit soleil timide. Fleuri sous leurs soins, il babillait en français mêlé d'anglicismes volés au livre de Maxence. Courait dans les escaliers en riant. Et exigeait des histoires avant le coucher où l'oncle Amaury et tonton Max battent les méchants avec de la peinture magique. Amaury, libéré du tribunal, replongea dans son art avec une ferveur renouvelée. Ses toiles, autrefois tourmentées par des amours fugaces, se muèrent en hommage vibrant à la paternité improbable, des silhouettes entrelacées sous des cieux parisiens. Des mains d'adultes guidant des petites paumes sur la toile. Des éclats de rire figés dans l'huile. Maxence organisa une exposition solo à la galerie, intitulée L'héritage confié, qui attira une foule disparate, critiques snobs du Figaro, militants LGBTQ+ du quartier latin, et même Marguerite, qui vint incognito, les yeux rougis, laissant un mot sur une toile, pardonne-moi. Pour Étienne. Pour toi. Ce geste, fragile comme une olive branche. C'est là une trêve, des visites sporadiques à Lyon, où Léo découvrait ses racines sans haine, apprenant que les familles se tissent de fils brisés. Leur amour, lui, mûrit dans l'ombre des épreuves. Maxence, avec son passé d'amour tumultueuse, un ex-mannequin toxique. Des nuits arrosées dans les clubs de Pigalle. Apprit la transparence à travers Amaury. Ils instituèrent des nuits confessions. Où, nus sous les draps, ils déballaient leurs peurs, les doutes d'Amaury sur sa masculinité de père gay. Les insécurités de Maxence face à la routine domestique. Tu sais, confia Maxence un soir, tandis que la lune filtrait à travers les voilages. J'ai toujours fui les attaches. Mais avec toi, avec Léo, je me sens
Ancré. Comme si Paris n'était plus une ville, mais un foyer. Leur caresse, tendre et exploratrice, redessinait les cartes de leur corps, Maxence traçant des motifs abstraits sur la peau d'Amaury avec sa langue. Amaury mordillant l'épaule de Maxence jusqu'à ce que les rires étouffent les gémissements. Pourtant, le destin, ce farceur impitoyable, n'en avait pas fini. Un printemps pluvieux. Alors que Léo fêtait ses 5 ans avec un gâteau au chocolat dégoulinant et des ballons gonflés à l'hélium. Un appel de Lyon les terrassa. Marguerite, victime d'une chute dans sa cuisine, gisait à l'hôpital, murmurant le nom d'Étienne dans son délire. Venez, implora l'infirmière au téléphone. Elle demande le petit. Et une confession. Amaury, le cœur serré, embarqua avec Maxence et Léo dans le TGV Express. Le paysage défilait comme un film muet, vignes bourgeonnantes du Beaujolais. Tours industrielles de la banlieue lyonnaise. À l'hôpital, Marguerite les attendait. Frêle sur son lit, les veines bleues saillant sous la peau translucide. Amaury. Mon fils prodigue, souffla-t-elle, tendant une main tremblante. Léo, intimidé, se cacha derrière les jambes de Maxence. Mais elle sourit faiblement. Approche. Mon trésor. Grand-mère a des histoires pour toi. Ce qui suivit fut une révélation qui ébranla les fondations de leur histoire familiale. Marguerite. Les yeux clos par intermittence. Avoua, Étienne n'était pas seulement bisexuel, il avait aimé un homme avant Claire. Un certain Julien Le Gilles des lettres. Rencontré lors d'études à Sorbonne. Julien, militant gay des années 80, avait péri du sida en 1992. Emportant avec lui le cœur d'Étienne. Ton frère s'est marié pour oublier. Pour eux se ranger. Comme on disait. Mais il t'aimait. Amaury. Parce que tu vivais ce qu'il n'osait pas. Et Léo. Claire était stérile. Étienne a choisi un donneur. Toi. En secret. Lors d'une de tes visites à Lyon il y a 5 ans. Il voulait que son fils porte un peu de toi. Les mots tombèrent comme une avalanche, ensevelissant Amaury sous un mélange de joie et d'horreur. Léo était son fils biologique? Étienne avait orchestré cela dans l'ombre. Un acte d'amour fraternel ultime. Teinté de manipulation? Maxence, sentant la tempête en Amaury, serra sa main sous les draps. C'est un cadeau. Pas une chaîne, murmura-t-il plus tard, dans la chambre d'hôtel anonyme où il s'était réfugié. Mais Amaury, tourmenté, erra dans les rues de Lyon cette nuit-là, fumant cigarette sur cigarette sous la pluie, repensant à Étienne, le protecteur, le menteur, le frère qui avait volé son essence pour créer la vie. Pourquoi, hurla-t-il au Rhône tumultueux, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Maxence le retrouva au pont Bonaparte, trempé et fiévreux, et l'entraîna dans une étreinte sous l'averse, leurs lèvres se trouvant dans un baiser salé de désespoir. Parce qu'il te faisait confiance. Plus que quiconque. Ils firent l'amour là. Dans la chambre impersonnelle. Avec une urgence qui frôlait la violence ongle dans la chair. Hoquets étouffés. Un exorcisme charnel qui les lia plus fort. De retour à Paris. La révélation altéra tout. Amaury, père biologique malgré lui, plongea dans une introspection artistique féroce, une série de toiles monumentales. Sang et ombre. Où des figures paternelles se fondaient en amants. En frères. En fantômes. L'exposition fit scandale, article dans Le Monde sur l'héritage queer de la famille française. Mais attira aussi des menaces, des trolls en ligne accusant Amaury de propagande gay. Des lettres anonymes glissées sous la porte de la galerie. Maxence, protecteur farouche,
engagea un vigile discret et redoubla d'affection. Mais une fissure apparut, jaloux des heures qu'Amaury passait en atelier. Il confia un soir. Lors d'un dîner aux Inques du Procope. J'ai l'impression d'être le second dans ton tableau. Léo d'abord. Étienne en fantôme. Et moi. Cette confidence. Innocente en surface. Raviva les braises de la trahison passée. Amaury. Épuisé par les nuits hachées de Léo et les deadlines. Répondit sèchement, tu es mon amour. Mais ce destin. Il me dévore. Une dispute éclata. Mots assassins lancés comme des uppercuts, Maxence accusant Amaury de se noyer dans le passé. Amaury reprochant à Maxence son impatience d'homme sans enfant. Léo, témoin muet depuis le couloir, fondit en larmes, brisant le silence. Cette nuit, Maxence partit dormir à la galerie, laissant Amaury seul avec le petit corps secoué de sanglots. Tonton Max va revenir, demanda Léo. Les yeux gonflés. Amaury. Le cœur en vrac. Promit l'impossible, réalisant que leur famille naissante vacillait sur un fil. Le point de non-retour survint lors d'une soirée d'ouverture pluvieuse à la galerie. La foule bourdonnait aux collectionneurs en costume sur mesure. Journaliste au micro tendu. Quand un homme surgit des ombres, l'ex de Maxence. Un certain Romain. Beau comme un diable vengeur. Brandissant une photo compromettante sur son téléphone. Dis-leur. Maxence. Dis-leur comment tu m'as quitté pour jouer au papa gay. Les flashs crépitèrent. Le scandale enfla comme une marée noire. Amaury. Tenant Léo par la main au milieu du chaos. Sentit le monde basculer. Maxence. Blême. Tenta de calmer Romain. Mais les mots fusèrent, c'était une erreur. Toi. C'était toxique. Romain ricana. Révélant une liaison récente une nuit. Post-audience. Quand Maxence, ivre de stress, avait craqué. Pour me venger de ton parfait, Amaury. La trahison. Cette fois. Fut publique. Un coup de poignard en pleine lumière. Amaury quitta la galerie sans un mot. Léo trottinant derrière. La pluie effaçant leurs traces sur le trottoir mouillé. Chez eux. Il rangea les toiles de Maxence. Prépara un sac pour Léo. Envisageant la fuite vers le sud. Vers la Provence anonyme. Mais au matin. Maxence tambourina à la porte. Les yeux rougis. Suppliant. Je suis un idiot. Un lâche. Mais je t'aime. Amaury. Toi et Léo. Vous êtes mon destin. Ils parlèrent des heures. Léo jouant à leurs pieds avec des cubes. Innocent catalyseur. On recommence, décida Amaury. Après un silence. Mais sans ombre. L'été enveloppa Paris d'une langueur sensuelle. Transformant les boulevards en allées de marronniers fleuris et les cafés en oasis de glace pilée. Amaury et Maxence. Vaccinés par le scandale, tressèrent leur lien avec une vigilance nouvelle. Ils s'inscrivirent à une thérapie de couple chez un psychologue queer du Marais. Un barbu bienveillant nommé Laurent qui les guidait à travers les méandres de la jalousie et du deuil. L'amour n'est pas une toile vierge, disait-il, mais un palimpseste, où chaque effacement révèle une couche plus profonde. Sécession. Ponctuée de rires nerveux et de larmes cathartiques. Les rapprochèrent, Maxence apprit à verbaliser ses insécurités. Amaury a délégué ses fardeaux parentaux. Léo, ce petit alchimiste, opéra sa magie. À 5 ans et demi. Il exigea une famille photo, un portrait officiel qu'Amaury commanda à un ami photographe. La séance fut un chaos joyeux, Léo barbouillé de peinture. Maxence le chatouillant jusqu'aux éclats de rire. Amaury capturant l'instant avec son appareil jetable. Le résultat. Encadré au-dessus du lit conjugal. Devint leur talisman,
3 visages enlacés sous un ciel d'azur. Un témoignage muet de résilience. Nous sommes une équipe, déclara Maxence lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Tartines de fromage et raisins frais disposés sur une nappe à carreaux. Léo, couché sur l'herbe, piquant des fraises, ajouta, comme les super-héros. Amaury le peintre. Max le fort. Moi le petit malin. Pourtant, sous cette idylle, les fissures persistaient. Amaury, obsédé par son art, accepta une résidence d'artiste à New York, une opportunité rêvée. Proposée par un galeriste américain influent qui avait vu Sang et Ombre en ligne. 3 mois à Brooklyn. À peindre dans un loft baigné de lumière crue. À networker dans les soirées arty de Chelsea. C'est pour nous, plaida-t-il à Maxence. Lors d'un dîner aux chandelles au train bleu. Pour financer l'avenir de Léo. Pour montrer au monde que des gays comme nous peuvent conquérir. Maxence acquiesça. Mais ses yeux trahissaient l'appréhension, séparés par l'Atlantique. Avec Romain encore rôdant comme un fantôme numérique. Envoyant des messages venimeux sur Instagram. Le départ fut déchirant. À l'aéroport Charles de Gaulle. Léo s'accrocha à la jambe d'Amaury. Pleurant, ne pars pas. Papa. Le premier papa officiel. Arraché dans la tourmente. Amaury s'agenouilla. Essuyant les joues mouillées. Seulement 3 mois. Mon cœur. Et je ramènerai des histoires de gratte-ciel. Maxence, stoïque, l'embrassa longuement. Murmurant, appelle-moi tous les soirs. Et souviens-toi, c'est nous contre le monde. Le vol fut un tourbillon de turbulences intérieures, Amaury. Regardant les nuages. Repensait à Étienne. À ce destin confié qu'il avait propulsé de Paris bohème à père new-yorkais en devenir. Brooklyn l'accueillit avec son énergie brute. Un mélange de jazz de rue et d'odeur de bagel chaud. Le loft, perché sur un entrepôt reconverti, offrait une vue sur l'East River, où les ferries glissaient comme des promesses. Amaury peignit furieusement, toiles immenses inspirées par le chaos urbain. Ou des figures queer, amants noirs et blancs. Trans et CIS. Parents adoptifs défiaient les skylines impitoyables. Les nuits. Skype avec Maxence et Léo devint rituel sacré, regarde. Papa. J'ai dessiné la statue de la liberté avec des ailes, gazouillait Léo. Tandis que Maxence, en fond, chuchotait des « je t'aime » coquins quand l'enfant s'endormait. Mais la distance creusait son sillon, message retardé. Fuseaux horaires assassins. Et la tentation. Toujours. Des bars gays de Williamsburg. Où des regards complices flirtaient avec la solitude. C'est là que le destin frappa à nouveau. Sous la forme d'un ouragan nommé Théo. 30 ans. Artiste conceptuel australien au tatouage maori et au rire contagieux. Théo croisa Amaury lors d'un vernissage au Brooklyn Museum. Tais-toi, hurle la vérité, dit-il. Un verre de chardonnay à la main. Ses yeux verts pétillants. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. De Banksy à Basquiat. De coming out forcé à famille recomposée. Théo, père d'une ado trans via une ex, comprenait les luttes d'Amaury comme personne. Être gay et parent, c'est naviguer un typhon avec une coque de noix. Une amitié naquit. Innocente au départ, café au soleil couchant. Collaboration sur des installations éphémères. Mais une nuit. Après une expo arrosée. Théo posa sa main sur l'épaule d'Amaury. Et le baiser suivit bref. Impulsif. Chargé d'une nostalgie pour la liberté sans chaîne. Amaury s'écarta. Le cœur cognant. Je suis avec quelqu'un. À Paris. Théo rit doucement. Les distances tuent les amours. Matt. Pas les cœurs. Ces mots s'enracinèrent. Poison lent. Les appels à Maxence devinrent sporadiques. Léo, sentant le froid, demanda, papa est triste là-bas?
Maxence, de son côté, noya son anxiété dans le travail. Ignorant les relances de Romain, qui avait migré vers LinkedIn pour harceler professionnellement. Puis, le coup près, une photo anonyme atterrit dans la boîte mail de Maxence, Amaury et Théo. Enlacés lors d'une after-party. Légende, ton prince charmant trouve du réconfort outre-Atlantique. La trahison. Réciproque cette fois. Explosa en un appel transatlantique furieux. Comment as-tu pu, hurla Maxence. Voix brisée par les sanglots. Amaury. Dans le loft vide. Balbutia, c'était une erreur. Une faiblesse. Comme la tienne avec Romain. Les accusations fusèrent. Un ping-pong de douleur, Maxence avouant avoir revu Romain pour clore le chapitre. Amaury confessant les nuits solitaires où Théo avait comblé le vide. On se détruit, conclut Amaury. Épuisé. Peut-être que le destin d'Étienne était de nous tester. Pour voir si on valait la peine. Ils raccrochèrent. Le silence océanique plus vaste que jamais. Pourtant. Au cœur du typhon. Léo fut le phare. Une vidéo arriva le lendemain, le petit. Assis sur les genoux de Maxence dans le parc Monceau. Brandissant un dessin maladroit, un cœur barré d'un avion. Avec 3 silhouettes dessous. Pour papa. Reviens. On t'aime tous. Amaury pleura des heures. Puis appela Théo pour mettre fin à l'ambiguïté, c'était beau. Mais ce n'est pas moi. Pas maintenant. Il rangea ses pinceaux. Annula les dernières semaines de résidence. Et prit le premier vol retour. À l'atterrissage. Maxence l'attendait. Léo dans les bras. Un panneau artisanal, bienvenue à la maison. Super-héros. Leur réconciliation fut un feu lent, pas de grands gestes. Mais des actes humbles. Une semaine à la campagne. Loué dans le Luberon. Où ils marchèrent pieds nus dans les lavandes. Léo ramassant des cailloux comme des trésors. Là. Sous un olivier centenaire. Maxence s'agenouilla. Épouse-moi. Amaury. Pas pour les apparences. Mais pour sceller notre chaos en promesse. Amaury. Les larmes aux yeux. Accepta. Glissant une bague improvisée, un anneau d'argent gravé et destin partagé. Leur nuit de fiançailles fut une célébration païenne, corps offerts sous les étoiles. Rire mêlé à des murmures de pardon. Léo dormant paisiblement dans la maison voisine gardée par une voisine complice. De retour à Paris. La vie reprit. Enrichie. Amaury lança une fondation pour familles LGBTQ+ monoparentales. Inspirée par leur Odyssée. Tandis que Maxence élargit la galerie à des expositions thématiques sur l'héritage queer. Marguerite. Réconciliée. Visita pour Noël. Apportant des madeleines de Commercy et des histoires d'Étienne enfant. Il serait fier, dit-elle. Serrant Léo contre elle. L'automne suivant apporta ses vents changeants. Mais pour Amaury et Maxence. Il fut synonyme de consolidation. Leur mariage. Célébré en petit comité aux mairies du 18e. Fut un hymne discret à la joie, Léo en page-bois avec une cravate papillon trop grande. Marguerite comme témoin surprise. Lisant un extrait de Proust sur l'amour retrouvé. Dans le silence des vieux quartiers parisiens. 2 âmes errantes se sont trouvées, improvisa le maire. Un allié queer aux lunettes rondes. Les vœux d'Amaury. Tremblant, tu as pris mon destin et l'as rendu lumineux. Maxence. Ému, avec toi. Chaque trahison est une leçon d'amour plus grand. La lune de miel fut un caprice, une semaine à San Francisco. Ville arc-en-ciel où les collines ondulaient comme des vagues d'espoir. Ils laissèrent Léo à Marguerite. Confiants pour la première fois. Et s'envolèrent vers Alcatraz revisité au nom comme prison. Mais comme symbole de liberté conquise. Dans les motels kitsch de Haight-Ashbury. Ils redécouvrirent leur passion, promenade main dans la main au Golden Gate. Nuit où Maxence. Dominant joueur.
Attaché Amaury avec des foulards de soie. Explorant les frontières du plaisir avec une tendresse féroce. Tu es mon œuvre maîtresse, murmurait Maxence. Traçant des constellations sur le dos d'Amaury avec ses lèvres. De retour, Paris les accueillit avec ses routines adorées, école maternelle pour Léo, où il excellait en dessin. Atelier partagé pour Amaury et Maxence. Transformé en studio collaboratif. Une nouvelle toile naquit de leur union, Alliance. Un diptyque où leurs portraits se fondaient. Entouré de motifs enfantins, avion. Cœur. Ombre fraternelle. La critique acclama, Laurent et Duval réinventent la famille moderne. Queer et résiliente. Mais le succès attira les ombres, un producteur hollywoodien. Flairant le drame. Proposa d'adapter leur histoire en film Frères de destin. Un biopic larmoyant avec des acteurs bancables. C'est notre vie, protesta Amaury lors d'un brunch au café de Flore. Pas un soap opéra yankee. Maxence. Pragmatique. Tempéra, ça pourrait aider d'autres. Et payer les études de Léo. La négociation tourna au vinaigre quand le script arriva, Étienne dépeint comme un martyr tragique. Amaury comme le sauveur christique. Maxence relégué à l'amant secondaire avec des scènes de jalousie amplifiées. Pire, une subplot inventée où Romain devenait un vilain calculateur. Menaçant de kidnapper Léo. C'est de la fiction toxique, fulmina Amaury. Déchirant les pages. Maxence. Tenté par l'argent. Argumenta, le monde a besoin de nos voix. Même déformées. La dispute. Inévitable. Éclata autour d'un dîner froid, accusation de vénalité contre idéalisme pur. Écho de leur trahison passée. Léo, sentant la tension, se réfugia dans sa chambre, chantonnant une berceuse pour son ours. Cette nuit, Amaury s'enfuit dans les rues, aboutissant au Père-Lachaise. Cimetière des amours perdus. Assis sur la tombe de Proust, il appela Étienne en esprit, frangin. Ton legs nous teste encore. Comment choisir entre vérité et survie? L'aube le trouva fourbu. Rentrant pour trouver Maxence endormi sur le canapé. Un mot à la main, pardon. Choisissons-nous d'abord. Leur réconciliation fut matinale. Cru, sexe urgent dans la cuisine. Café renversé. Rires essoufflés. Refusons le film, décida Maxence. Écrivons notre propre script. Le vrai chaos trao. Cependant, gaieté dans l'ombre médicale. Lors d'un check-up routine pour Léo, le pédiatre fronça les sourcils devant des analyses sanguines. Rien d'alarmant. Mais des marqueurs génétiques inhabituels. Il faudrait tester le père biologique. Amaury. Blême. Se prêta au prélèvement. Le cœur battant un requiem. Les résultats tombèrent comme un verdict, Léo portait le gène BRCA2 muté. Hérité d'Étienne via le donneur à un risque élevé de cancer. Le même fléau qui avait emporté leur frère. Préventif, assura le généticien. Mais il faudra surveiller. Et vous? Amaury. Porteur asymptomatique. Devriez-vous faire dépister annuellement? La nouvelle frappa comme un raz-de-marée. Amaury. Hanté par l'hôpital de la Pitié. Revit Étienne amaigri. Reliant les poings, son frère avait su. Peut-être. Pour le gène. Et choisit Amaury non seulement pour l'amour, mais pour la vigilance partagée. Il m'a piégé, murmura-t-il à Maxence. Lors d'une veillée au chevet de Léo endormi. Pour que je protège ce qu'il chérissait. Maxence. Les larmes coulant. Serra sa main. Ou pour que tu vives pleinement. En sachant le temps précieux. Ils pleurèrent ensemble. Puis firent l'amour doucement. Un rituel de gratitude, caresse qui cartographiait chaque grain de peau. Comme pour ancrer l'éphémère. Cette vulnérabilité galvanisa leur militantisme. Amaury lança des ateliers d'art-thérapie pour familles touchées par le cancer.
à l'hôpital où Étienne était mort. Tandis que Maxence organisa des levées de fonds queer pour la recherche génétique. Léo, trop jeune pour comprendre, devint leur muse innocente, je suis fort comme un lion, clamait-il, rugissant lors des dîners. Marguerite, apprenant la nouvelle, descendit de Lyon avec des remèdes de grand-mère tisane au thym. Prière chuchotée et confessa enfin, Étienne savait pour le gène. Il a choisi le donneur en pensant à toi. Amaury. Parce que tu étais le seul à pouvoir affronter ça avec cœur ouvert. L'hiver s'installa. Neige rare saupoudrant la tour Eiffel comme du sucre glace. Lors d'une soirée solidaire au 104. Amaury et Maxence dansèrent un slow langoureux. Léo tournoyant entre leurs jambes. Romain surgit de nulle part. Tenta une ultime provocation à un verre renversé. Des mots aigres mais Maxence. Serein. L'ignora, va-t'en. Notre histoire n'a plus de place pour les fantômes. Le lendemain. Une lettre arriva, Romain. En thérapie. S'excusant pour les années de poison. Vous avez gagné, écrivait-il. Vivez l'amour que je n'ai pas su. Pourtant. Le destin réservait un dernier twist. Au printemps. Lors d'une échographie pour Maxence qui, sur un coup de tête, avait exploré la PMA avec un donneur ami. Une surprise, jumeaux. Un garçon et une fille. Attendus pour l'automne. Notre famille s'agrandit, s'émerveilla Amaury, posant la main sur le ventre encore plat. Mais la joie fut teintée d'ombre, les tests génétiques pour Maxence révélèrent un risque similaire. Hérité de sa lignée alsacienne. Le destin nous lie dans la fragilité, philosopha Théil. Lors d'une promenade au Luxembourg. Mais c'est ce qui rend l'amour invincible. L'attente des jumeaux transforma leur quotidien en symphonie douce amère, rendez-vous obstétrique rythmant les semaines. Berceaux assemblés dans le salon encombré. Léo excité à l'idée d'être grand frère. Amaury. Entre deux toiles. Cousait des mobiles en forme d'étoiles. Tandis que Maxence, rayonnant malgré les nausées, cuisinait des plats fusion aux quiches aux accents californiens. Inspirés de leur lune de miel. On va être 4, murmurait-il la nuit. Sa main sur le ventre rond. Amaury levé contre son dos. Leurs étreintes s'adaptèrent. Tendre et inventive, douche partagée où l'eau cascadait sur la courbe naissante. Massage où les doigts d'Amaury apaisaient les tensions. La naissance. En octobre. Fut un tourbillon, travail long à la maternité Port-Royal. Maxence serrant la main d'Amaury jusqu'au sang. Léo attendant dehors avec Marguerite. Dessinant des bébés arc-en-ciel. À 4h27 et 4h29. Ils arrivèrent, Héloïse et Théo oh oui. Théo. Un clin d'œil ironique à l'Australien éphémère. Minuscule et hurlant. Enveloppé de l'ange bleu et rose. Regardez-les, souffla Maxence. Épuisé mais extatique. Tandis qu'Amaury coupait les cordons avec des mains tremblantes. Léo, autorisé à entrer, toucha leurs joues du bout des doigts, mes frères et sœurs. Pour toujours. La maison devint un cocon chaotique, nuit hachée par des pleurs synchronisés. Journée où Léo lisait des histoires aux nouveau-nés, imitant les voix avec un sérieux comique. Amaury, père 2 fois, jongla entre biberon et pinceau, peignant une fresque murale dans la nurserie, un arbre généalogique stylisé. Branche mêlant Étienne, Claire, Julien fantôme, et leurs racines queer. Maxence, en congé paternité, documenta tout en un journal intime, jour 47, Héloïse a souri pour la première fois. Théo agrippe mon doigt comme un pacte. Amaury ronfle. Léo rêve. Notre destin. Accompli. Mais la fragilité génétique plana toujours. Lors d'un suivi, le généticien annonça, prévention proactive pour tous. Thérapie ciblée dès l'enfance pour Léo et les petits. Amaury. Stoïque en surface.
craqua un soir dans l'atelier, renversant un pot de bleu outremer sur le sol. Et si je les perds? Comme Étienne? Maxence le releva, l'embrassant avec urgence. Alors on les aimera 2 fois plus. Maintenant. Chaque instant est une victoire. Leur amour, forgé au feu des épreuves, se fit rempart, week-end en forêt de Fontainebleau, où ils campaient sous les chênes, racontant à Léo des légendes de frères confiants, dîners familiaux ou marguerites. Grand-mère repentie partageait des anecdotes sur Étienne l'enfant farceur. Le climax émotionnel survint 2 ans plus tard, lors d'une rétrospective au musée d'Orsay. Destin entrelacé. Une expo majeure regroupant les œuvres d'Amaury sur 10 ans, des amours juvéniles aux portraits familiaux. Avec une salle dédiée à Étienne, lettres exposées sous verre. Toiles inspirées par son legs. La foule afflua, célébrités du cinéma français. Activistes internationaux. Et un invité surprise, Julien. Le J des lettres. Vivant. Non. Pas mort du sida comme cru. Mais exilé en Australie après une rupture douloureuse. Apprenant la nouvelle via un article en ligne. 60 ans. Cheveux grisonnants. Il serra Amaury dans ses bras, « Ton frère m'a sauvé en te confiant ça. » Il disait toujours, « Amaury est le courage que je n'ai pas. » Cette rencontre fut catharsis, autour d'un verre au bar de l'hôtel Crillon. Julien raconta leur histoire, amour volé dans les années 80. Sida ravageant Paris. Étienne choisissant la normalité pour survivre. Il t'aimait tant qu'il a voulu que Léo porte ton feu. Amaury pleura. Maxence à ses côtés. Léo et les jumeaux gardés par Marguerite. Merci, murmura-t-il. Pour avoir aimé mon frère comme il le méritait. Julien sourit, et toi? Tu l'aimes encore? En vivant libre. Le scandale romain ressurgit une dernière fois, un tweet viral accusant Maxence de privilège gay pour son coming out tardif. Mais ils l'ignorèrent. Préférant une contre-attaque humaniste, un podcast où Maxence partageait sa thérapie. Invitant Romain comme co-hôte pour un dialogue réparateur. La trahison n'est pas une fin, conclut-il. C'est un chapitre. Année filaire. Paris changeant autour d'eux, Léo à l'école primaire. Héloïse et Théo babillant en duo. Amaury exposant à Venise. Maxence consultant pour des galeries mondiales. Leur amour. Mûr comme un vin de Bordeaux. Se nourrit de rituels, anniversaire d'Étienne au Père-Lachaise. Avec des toasts au pastis, nuit où. Enfant couché. Il dansait nu sur du Billie Holiday. Son frère l'a appelé à 2 heures du matin, écrivit Amaury dans un essai final. Et ce fut le début d'un destin partagé ou non pas subi. Mais embrassé. Un soir d'été. Sur leur balcon agrandi. Face à la ville éternelle. Amaury serra Maxence. On a gagné. Maxence rit. L'embrassant. Ou plutôt. On a aimé. Et c'est la plus belle victoire. Léo surgit. Les jumeaux sur les talons racontaient l'histoire du téléphone magique. Et sous les étoiles. Ils le firent une fable d'amour. De larmes. De trahison surmontée. Où un appel nocturne avait tissé une tapisserie humaine. Imparfaite? Infiniment belle.